Tout commence avec un homme traversant la rue au feu rouge, provoquant un accident de la circulation, puis disparaissant après avoir semé la pagaille. On voit ensuite une bande d'hommes en costume débarquer pour kidnapper une jeune fille dans une bibliothèque. L'homme qui vient de l'appeler pour lui donner des instructions pour s'échapper la rejoint et se téléporte avec elle hors de la bibliothèque. Il court dans les ruelles, lui laisse sa montre avec une sorte de bouclier protecteur, puis commence à affronter les hommes en noir dans un combat épique où il vole. Il y a des auras colorées, des bâtiments explosent, du feu, de la destruction, c'est la folie. La jeune fille finit par se réveiller dans la bibliothèque comme si de rien n'était avec la montre de l'homme. Ce donju raconte l'histoire d'un étudiant ordinaire qui trouve un jour un cube qui lui confère des super-pouvoirs, lui permettant de se téléporter et d'accroître ses pouvoirs pour devenir un jour le roi du monde. Le problème, c'est qu'un groupe aux capacités similaires va tenter de l'arrêter. Notre protagoniste est Wang Xiaoxu, un garçon ordinaire qui vit à North City et a étudié à l'université toute sa vie. On le traitait de lâche, car il n'aimait pas la violence et l'évitait toujours. Il est amoureux de son ami. Dès son enfance, Shen Yao a avoué un soir, lors d'une sortie entre amis, qu'elle aussi éprouvait des sentiments pour lui. Cependant, cela n'a pas plu au premier antagoniste de l'histoire, Shen Shan. Chef d'un gang, il s'intéresse à Shen Yao et frappe toujours Wang lorsqu'il se rapproche d'elle. En fait, il ne l'a jamais frappé, mais a plutôt ordonné à ses partisans de le faire. Lorsqu'il découvre que Shen Yao ressent la même chose pour lui, il tente de le menacer de coups pour qu'il dise qu'il ne veut plus la voir. Mais Wang refuse et se libère en sautant du pont dans la rivière. Et puis, sa vie a basculé. Au fond de la rivière, il a trouvé un cube et s'est exclamé « Oh, comme c'est étrange !» Un cube dans la rivière l'a attrapé, est entré en lui, et maintenant il a des super pouvoirs. Ce cube s'est connecté au protagoniste, et maintenant il l'appelle l'autre. Le maître lui expliqua beaucoup de choses. Il utilisait désormais le cube Horadric, un système de l'univers infini doté de capacités spéciales, comme la téléportation, qui lui permettait de voir tout ce qui se trouvait dans un rayon de 15 mètres, de ne percevoir que l'énergie de ces objets et même de se renforcer en les absorbant. Il expliqua que le cube était l'objet le plus ancien de l'univers et qu'il pouvait donc absorber leur énergie pour se renforcer de la même manière. Selon la pierre, sa force est plus ou moins grande. Une pierre ordinaire n'atteindra pas la même puissance que l'absorption d'un minéral rare comme le diamant. Il expliqua également que les gemmes avaient 3 niveaux. Élémentaire, le plus faible, intermédiaire et avancé. Il pouvait également fusionner plusieurs pierres pour créer un niveau supérieur, le cassant ainsi, mais sans gravité. Il pouvait également pénétrer dans le cube, où il se trouverait dans un seul espace, mais en laissant toutes les enveloppes. Naturellement, la seule chose qui l'excitait était d'apprendre qu'il avait désormais des super-pouvoirs. Il devait encore absorber l'énergie des pierres, car comme il venait d'acquérir ces pouvoirs, s'il les utilisait, toute son énergie serait immédiatement épuisée. Il passa donc toute la nuit à chercher des pierres pour se renforcer un peu, et le lendemain, Sun Shan réapparut, cherchant la bagarre. Il le défia à un match au gymnase de l'université, où ce lâche n'osait jamais se battre en tête-à-tête. Il envoyait toujours tous ses hommes combattre le protagoniste, et celui-ci arrivait l'un après l'autre et les frappait. De plus, Sun Shan était tellement furieux que, il les supplia de ne plus rien lui faire. C'est alors que Ruan, le chef du gang de la ville du Sud, apparut. Il apparut, se moquant du réseau faible, affirmant qu'il ne devrait pas être le chef d'un gang quelconque. Mais Ruan, malgré ses limites, les vainquit et força Sun Shan à assumer ses responsabilités, affirmant l'avoir impliqué dans une bagarre avec un autre gang, faisant passer le protagoniste pour innocent. Maintenant que le problème est résolu, Ruan prévoit de devenir plus fort. Pour ce faire, il doit absorber des gemmes. Mais comme il n'a même pas 2 pesos pour les acheter, il acheta du matériel d'exploration pour absorber des gemmes rares et leur énergie, prit un train pour les montagnes et finit par partir à leur recherche. Après avoir combattu un serpent géant vivant dans une grotte, il récupéra 11 gemmes communes. Il en synthétisa 9 pour former une gemme élémentaire. En d'autres termes, il les a fusionnées, a absorbé le pouvoir des 2 autres et a obtenu une gemme élémentaire qu'il a utilisée pour créer un collier qu'il a ensuite offert à Shenyo lors d'un rendez-vous, ce qui signifie qu'ils sont bel et bien devenus un couple. Et Fujuan buvait et se plaignait d'avoir été vaincu. Fujuan a alors proposé de contacter quelqu'un de plus dangereux qu'eux pour s'occuper de Wang. Monsieur Lugo de la famille Zhang, un gangster chinois qui traîne toujours avec son serviteur, réputé pour être si cruel qu'ils ont même baptisé une rue d'après l'incident de la rue agenouillée. Car lors d'une réunion avec un autre groupe, il est resté agenouillé là tout le temps, même des heures après le départ de Monsieur Lugo. Disons simplement qu'il cherche des informations pour retrouver un homme nommé Shibukin,
un homme doté de pouvoirs spéciaux qui s'est autrefois opposé à l'organisation des hommes extraordinaires. Ce Shibu-King l'a affronté il y a quelque temps et a cassé 2 doigts de Monsieur Hugo. C'est pourquoi il le recherche maintenant pour se venger. Pour accomplir sa vengeance, il a engagé cette mercenaire dotée de pouvoirs spéciaux. Ce Shibu-King est réputé invincible. Il est le Satoru Hugo Iyo de ce Don Juan. En fait, Shibu-King est le même qui a initialement sauvé Shanjao, car cette fille était Shanjao. Fufan lui dira donc lui. Hugo dit qu'elle a un lien avec lui, pour qu'il la kidnappe, que Wang aille la sauver et qu'Hugo le tue. Le fait est que, bien qu'ils aient kidnappé Shanjao, Hugo Wang a été battu par Hugo parce qu'il n'aime pas qu'on l'utilise et lui donne des ordres. Bien qu'il ait interrogé Shanjao pour en savoir plus sur Shigu-King, elle n'en savait rien. Je ne me souviens pas avoir jamais rencontré quelqu'un portant ce nom, donc c'était comme si c'était nul. Pourtant, Wang est allé la sauver. Il est arrivé et a affronté les mercenaires engagés par Luo dans une séquence qui ressemblait à la tour de Mortal Kombat où vaincre un ennemi mène au suivant. Du sol, il affronta un autre ennemi, plus fort, et à vrai dire, les choses s'améliorèrent à mesure qu'il progressait. Les 3 premiers étaient ce qu'on pourrait appeler le tutoriel. Il affronta d'abord Pablo, un boxeur professionnel qu'il n'eut aucun mal à vaincre. Il gravit quelques étages supplémentaires et rencontra Li Shav, l'héritier des couteaux volants de la famille Li, une sorte de famille de ninjas attaquant dans l'ombre. Bien sûr, parce que ce sont des ninjas. Non, le protagoniste est capable de sentir la présence de tout ce qui se trouve à 15 mètres autour de lui. Donc même les yeux fermés, le 3e l'a vaincu. Ce n'était pas Beowulf, un lutteur professionnel, que le protagoniste, grâce à ses pouvoirs, avait botté les fesses de façon spectaculaire. Ces 3-là étaient les plus simples, les plus faciles à vaincre, pour ainsi dire. Puis, les suivants qu'il rencontra furent 2 membres de l'Alliance des 1 million d'arts martiaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. C'est une organisation d'assassinat majeure, je suppose. Ils ne l'ont pas très bien précisé. Ils se sont présentés comme des personnes très importantes et puissantes, mais jusqu'à présent, il s'agissait de la Gurisa Curie-Chelin et de cet homme, Estone. Et puis de cette Mila, une autre employée de Lugo. Mais ça n'en a pas l'air, alors oubliez-la. En fait, Queen semble être une de ces surhumaines dotées de pouvoirs spéciaux, car elle possède en elle le pouvoir d'une bête. Quand elle goûte le sang, elle devient plus forte, mais elle perd aussi le contrôle, et ce pouvoir la consume plus tard. Bien que le combat ait été passionnant et qu'on ait cru que Wang allait perdre, elle n'a pas perdu, car le QI était hors de contrôle, et Tom a dû l'arrêter avec de l'acupuncture, l'endormant. Finalement, elle a conclu un pacte de sang, appelant à une trêve. Donc, au final, personne n'a gagné le pacte de sang. Stone l'a fait avec une pièce de l'Alliance du Million, et s'il ne respecte pas ce pacte, il mourra. Au final, Stone et Syrian, ainsi que Mila, l'autre membre de l'Alliance du Million, ont été attaqués de nulle part et ont complètement perdu contact avec elle. Mais qui l'a attaqué, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, nul autre que Yiwu King, le surhomme que Monsieur Lugo recherche. Wang doit encore affronter le dernier mercenaire engagé par Lugo, le ventriloque menaçant et menaçant Chumuchan. Ce type a une marionnette qu'il contrôle avec une gemme, mais c'est la sienne. C'est un humain ordinaire, ce qui signifie qu'il a une force moyenne, donc une seule claque du personnage principal, et il sera éliminé. Mais il se bat avec des talismans qui lui permettent de tout faire exploser des objets, gagner une force surhumaine, une meilleure défense, voler s'il veut contrôler des objets, un peu de tout. Grâce à ces talismans, nous avons eu droit à l'un des meilleurs épisodes animés de la saison. C'était un combat d'une fluidité incroyable qui a montré à quel point la Chine surpasse de nombreux studios japonais grâce à son niveau d'animation. Pendant le combat, Shumujang utilisa des talismans pour se renforcer. De plus, ses cheveux changèrent de couleur et le combat s'intensifia. Mais Yuan le gifla encore à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le batte. Du moins, c'est ce qu'il pensait, car, sorti de nulle part, il activa une bombe à l'intérieur de la marionnette, juste au moment où elle allait exploser. En fin de compte, non, il désactiva la bombe, devinez comment, et emmena la marionnette dans le seau. Il alla ensuite voir Shum Muxan et le vainquit pour de bon en sautant du bâtiment, le frappant au sol d'un coup qui lui cassa même le bras. Il était à bout de souffle, mais tout cela pour sauver son ami d'enfance, devenu sa petite amie, Shen Yao. Mais arrivé là où il l'avait attaché, il tomba dans un piège. Luo les enferma. Il y avait une bombe dans la chaise de Shen Yao, et s'il se relevait, elle exploserait. Wang fait tout ce qu'il peut pour retirer la bombe et la jeter dans le seau. Il pense que si elle explose là, ils seront en sécurité, mais rien n'est plus faux. La bombe explosa, détruisant le cube à l'intérieur du protagoniste, ce qui, étant à l'intérieur, affecta son corps. Hugo, furieux que tous ses plans aient été contrecarrés, lui tire dessus pour l'achever, mais Shen Yao croise son chemin pour le sauver, tirant à sa place, et meurt ainsi sous les yeux du protagoniste. Et comme si cela ne suffisait pas,
le roi Xingyu surgit de nulle part, emmenant Shang-Jiao, et Wang est celui qui prendra soin de lui désormais, car il ne connaît pas vraiment Shang-Jiao ni le monde des surhumains, il ne devrait donc plus s'en mêler. Il disparaît devant lui, laissant Wang complètement seul et blessé. Le protagoniste était clairement déprimé. Même ses parents la croyaient morte, mais un jour, une femme surgit de nulle part, annonçant à Wang qu'elle savait où se trouvait Shang-Jiao et que s'il coopérait, elle le lui dirait. Wang accepta, et en bref, c'est très Ukian. La chef du groupe de gestion des surhumains a un titre très long, mais elle ne dirige que le groupe chargé du pistage. Il existe 3 types de personnes dotées de capacités spéciales. Les cultivateurs, des dongas typiques qui méditent et augmentent leur pouvoir. Les surhumains, des humains dotés de super-pouvoirs. Et enfin les mutants. Son organisation gère les personnes potentiellement dangereuses et lui a proposé des informations en échange d'une mission. Au début, elle a refusé, puis a accepté, et ils ont même accepté de lui verser 50 000 pièces. Après avoir accepté le paiement et signé le contrat, elle est allée passer un test pour déterminer si elle était apte à occuper ce poste. En gros, elle doit servir de garde du corps à un homme riche nommé Piao. Et pour vérifier son aptitude, elle devra passer différents tests où elle utilisera ses capacités. Comme le premier, où chacun recevait 5 jetons au casino et devait gagner une certaine somme pour réussir le test. C'était le seul qu'ils nous ont montré, car on voit souvent Wang réussir tous les tests avec 5 autres personnes. Et ce soir-là, ils sont allés servir de garde du corps à Piao lors d'un gala avec d'autres riches. Jusque-là, tout se passe bien. Sauf que Wang découvre que Muyikian l'a vraiment arnaqué et qu'il la paye pour être garde du corps. De 3 millions. Et sur ces 3 millions, Ruan n'en verra que 50 000. Et comme il a déjà signé un contrat, il ne peut pas se plaindre. Le plus fou dans ce boulot, ce n'est pas la somme astronomique qu'ils vont toucher pour être, soi-disant, garde du corps, mais le fait qu'il participe à des jeux où il pourrait même mourir. Il s'avère que Piao va assister à un banquet avec des gens riches. Mais ils ne sont pas le genre de gens riches qui se réunissent et disent « Ce mois-ci, j'ai gagné 3 millions avec mon entreprise. » Mais ce ne sont pas le genre de jeu que fait Mister Béant. Il ressemble plutôt à Skid Game. Chaque riche a plusieurs gardes du corps compétents qui participent à tour de rôle. Si personne ne se porte volontaire pour jouer, ils sont tirés au sort, et s'il y en a 2 qui veulent jouer en même temps, ils doivent le faire. Un jour, c'était la mort, et celui qui reste en vie joue. C'est simple, non? Ces gens sont faux. Le premier défi était de prendre une cloche qu'un crocodile géant nommé Nicolas avait comme collier. Le nom est joli, mais ce dicton est une expérience. Ce n'est pas qu'un crocodile sous stéroïdes. En fait, une entreprise rebelle appelée Dubiotech l'a transformé en arme biologique qui le rend extrêmement fort et rapide. Il a mangé l'un des gardes du corps de Piao, écrasé une personne au hasard d'un coup de queue, et un autre a participé. L'un de ces gardes du corps, appelé Poison d'Or, possède des pouvoirs vampiriques car il vous mord et suce tout votre corps, c'est-à-dire votre sang. Il a fait une démonstration de cela avec un homme qui voulait aussi participer. Et comme 2 personnes ne peuvent pas participer en même temps, ils se sont battus et c'était fini. Poison l'a vidé de son sang avant d'aller embrasser Nicolas. Elle lui a arraché la tête. Oh, et maintenant qu'ils avaient terminé le premier défi, ils allaient passer au second, affrontant un loup géant assoiffé de sang nommé Tao 17. Non seulement cette créature a dévoré celui qui lui avait mis la cloche autour du cou, mais elle a ensuite régressé, brisant le verre en s'emparant d'une épée, ce qui a déclenché la musique du boss final en fond sonore, puis a attaqué tout le monde. Mais ça n'est pas allé plus loin. Et puis les gardiens du banquet sont apparus. Pas un seul coup n'a endormi le petit chien. Ils ne disent pas leur nom, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont surpuissants. Il y a l'aveugle chauve, la femme au fouet, celle au cache-œil, et enfin, celle qui contrôle le feu. Eh bien, ces éléments sont importants, car au milieu du combat, ils réalisent quelque chose. Et en vérité, Piao n'était pas la vraie personne qui les avait engagés. Il avait aussi été engagé pour se faire passer pour un homme riche. La véritable recrue était une jeune fille nommée Mumusia, se faisant passer pour une garde du corps. Elle cherchait une occasion d'infiltrer l'entrepôt où étaient conservés tous les trésors de Dubiotech et prévoyait de voler un parchemin. Jusqu'ici, tout allait bien, sauf que les gardes l'ont découverte et semblaient sur le point de la tuer jusqu'à l'arrivée de Wang. Il l'a sauvée et grâce à lui, ils se sont débarrassés des gardes et ont atteint les trésors. La jeune fille a récupéré son parchemin et Wang a pris les minéraux rares de l'entrepôt. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que tout se gâte. Le plus important était de s'échapper. Pour cela, il devait descendre au sous-sol et s'échapper par le drain, mais d'abord, il devait passer de l'autre côté et se rendre au laboratoire principal. Mais alors qu'il s'y dirigeait, le patron de Dubiot, un homme aux cheveux gris, surgit de nulle part et donne aux gardes du corps des petites pilules bleues qui les font bander. Ces Viagra renforcent les pouvoirs des gardes du corps. Et il s'avère que c'était bien les expériences de Dubiot depuis le début,
Ce qu'il découvre en arrivant au laboratoire principal de recherche en génétique biologique, où il mène une multitude d'expériences sur les armes biologiques. Parce que, bien sûr, s'ils expérimentent avec des armes biologiques, qu'auraient-ils d'autres? Non, c'est ça. Là où ils élèvent les monstres, ils connaissent le scientifique dont j'ai oublié le nom, mais cet homme avait convenu avec Mumusha qu'elle volerait ledit parchemin et le lui donnerait en échange d'un médicament de thérapie génique, mais il s'avère qu'il ne l'a pas. Autrement dit, selon le vieil homme, une fois qu'il aurait obtenu ledit parchemin et ses informations, il pourrait faire avancer ses recherches. En expérimentant sur plus d'humains, comme il l'a fait avec les gardes du corps, pour finalement obtenir ledit médicament miracle capable de guérir ou de conférer des pouvoirs aux humains. Mais pour cela, il doit faire des expériences, et il est clair que de nombreux innocents en mourraient. Alors, après l'avoir giflé à plusieurs reprises, beaucoup lui disent d'aller se faire foutre, se sentant complètement floué et voulant s'enfuir. Pour ce faire, il libère toutes les bêtes expérimentales du laboratoire pour distraire les gardes du corps. Celui qui contrôle le feu est tué par un iguane géant après avoir déployé ses pouvoirs pendant 5 secondes. Oui, littéralement, pas un idiot. Cela ne dure pas longtemps, puis celui avec le fouet et le chauve aveugle atteignent Munusia, se battent contre elle et semblent sur le point de la tuer. Mais ils tiennent bon et le protagoniste, Juan de la Nada, est transporté dans le cube. Il s'avère qu'avec le minerai trouvé dans la cave, il a réussi à réactiver le cube et à le renforcer davantage. Non seulement il a réussi à agrandir son espace, mais il peut désormais utiliser ses pouvoirs dans un rayon de 30 mètres et se téléporter avec un compagnon, ce qui le rend plus fort et encore plus puissant grâce à ses nouveaux pouvoirs. Pris de rien, affronte Musha pour la sauver, vainquant le chauve aveugle et s'échappant dans le drain avec son patron pendant que les alligators dévoraient la mine fouet. Mais juste au moment où ils atteignent le drain, la patronne de Dubiotech, Lileka, apparaît. Sa force est telle que le protagoniste est incapable de la détecter. Le type a transformé son bras en hache et a commencé à attaquer Wang. Et même s'ils lui ont brisé les membres, il les a remis en place comme si de rien n'était. Il attrapa le protagoniste par la jambe et le plaqua au sol, tandis que beaucoup de gens l'aidèrent, mais même deux eurent du mal à tenir tête à ce vieux bonhomme. Avec sa téléportation, Juan réussit à lui couper le visage, mais maintenant, Juan utilisa une nouvelle capacité. Qu'en a-t-il obtenu? Je ne sais pas, mais il peut transférer l'énergie des gemmes à un objet, en l'occurrence à un Alkunai. Il y a cependant 60% de chances que l'objet explose lors de l'exécution de cette capacité. Et pendant ce temps, il ne peut pas se téléporter. C'est un coup risqué, certes, mais il a quand même utilisé. Pendant qu'ils attendaient, ils combattirent Ileka, lui jetèrent une couche pourrie, tentèrent de l'arroser d'eau et même une grenade. Tout cela ne le blessa pas, et en fait, il ne lui fit rien. En fait, en quelques gifles, il les a tous les deux laissés agoniser. Mais alors que le type le tenait par le cou et l'étranglait, Momosia est apparu par derrière et lui a transpercé la poitrine avec son épée. Mais devinez quoi? Ils ne l'ont même pas tué. De quoi est fait ce type? Je ne sais pas grand-chose. Elle a distrait suffisamment longtemps pour que l'objet acquiert enfin le pouvoir de la gemme, juste au moment où l'Eleka le lui a arraché des mains. Ce type est un couteau humain polyvalent. Il l'a assommé. Apparemment, ce type est aussi une expérience, d'où l'histoire du couteau. Et ses utilisations ne sont pas si éloignées du canon non plus. Mais c'était maintenant au tour de Wang Sukune d'acquérir l'attribut glace, alors il a chargé à toute vitesse, se poignardant avec la Lileka. Une explosion de glace l'a gelé. C'est encore plus épique quand on réalise que l'arme allait exploser dans 30 secondes de toute façon, il n'avait donc qu'une seule chance de l'utiliser. Mais devinez quoi? Il ne se fait plus tuer. Il s'est tellement endurci qu'il a brisé la glace. Mumosha a réussi à s'échapper par les égouts grâce à Wang, mais Wang a reçu un coup direct du Lileka et est mort. Sans blague, il n'est pas mort, il s'est transformé en glaçon. Et il est parti avec Mumusha, et tous deux ont réussi à s'échapper sains et saufs. Quelque temps plus tard, elle lui a proposé de rejoindre son équipe car elle voyait du potentiel en lui, et l'ATC est un centre d'entraînement pour la compétition mondiale des surdoués. C'est un tournoi pour les personnes dotées de pouvoir. Il lui a même donné une carte d'identité indiquant que le protagoniste est surdoué, et il a rejoint l'équipe uniquement parce que le champion du tournoi MVP n'est autre que Jiu King, l'homme qui a kidnappé Shanjao. Son objectif est donc d'entrer dans l'ATC pour participer au tournoi mondial, et ainsi de suite, et rencontrer Shigukin pour récupérer sa petite amie. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si tu veux encore plus d'histoires, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour un nouveau voyage dans l'univers des animes. Résumé Otaku, là où on trouve les meilleures histoires.